Les génériques de Jean Cocteau, c'est l'encre du poète. Dès son premier film en 1930 jusqu'au dernier en 1960, l'artiste confie ses films au compositeur Georges Auric du célèbre groupe des Six. Très tôt aussi, Cocteau envisage le cinéma comme le refuge de l'artisanat et des accidents dirigés, aimant valoriser le travail de ses équipes, mais aussi un certain cérémonial, art de la salutation, accueil soigné du public. En 1948, Cocteau invite solennellement les spectateurs à entrer dans son film comme dans un temple, avec un certain sens du style et de la signature. Dans L'Aigle à deux têtes, la même année, Jean Cocteau démarre son film en s'adressant directement à la salle, à travers un petit texte introductif, véritable marque de fabrique de ses génériques. Pour Cocteau, écrire est un acte d'amour, et le générique en constitue en quelque sorte l'écrin. Une de ses plus fameuses notes introductives reste le « Il était une fois » de La Belle et la Bête. Des années 40 aux années 60, Jean Cocteau est au générique de nombreux films, comme Le Baron fantôme de Serge de Poligny, Les Dames du bois de Boulogne de Robert Bresson, ou encore Ruy Blas de Pierre Billon et La Princesse de Clèves de Jean Delannoy. Ses propres œuvres sont portées à l'écran chez Jean-Pierre Melville en 1950 et chez Georges Franju en 1965, n'en finissant plus de renaître à l'image tel un phénix. Même quand il n'est pas réalisateur, Cocteau, l'oiseleur, laisse sa griffe de poète sur les génériques, comme dans L'éternel retour de Jean Delannoy en 1943, avec son mot inaugural. Il influence également l'esthétique manuscrite d'Un chant d'amour de Jean Genet en 1950. Avec son Orphée, le décinéaste Cocteau rappelle d'emblée que l'asymétrie est beauté, que le dissymétrique engendre la vie. Le poète écrit du dessin et dessine de l'écriture. Il est naturel que je m'exprime en film, déclare-t-il, car c'est le mariage de ces deux alternatives. Avec Orphée, ce générique graine, semence, constellation n'est pas poétique, mais compose de la poésie à l'état brut, sauvage, fuyante. Jean Cocteau avait prévu un pré-générique ici avec Jean Marais réclamant l'attention du public. Mais au fond, ce générique seul suffit d'un geste à captiver et déplacer les lignes. Cette ouverture, trouée, pointée de la main, devient trou de serrure, pénombre où fleurissent les énigmes. Peu à peu, tout prend forme et relief. Ici, tout vibre comme une corde vocale et finit même par donner de la voix. On connaît la légende d'Orphée. Dans la mythologie grecque, Orphée était le chantre de Thrace. Il charmait même les bêtes. Se comparant souvent à un artisan et un ébéniste, Cocteau se réinvente à chaque générique. Pour lui, l'artiste est celui qui change les règles du jeu. En 1951, dans la Villa Santo Sospir, le poète propose un générique non conventionnel, fécondé à nouveau par la craie, génésiaque, voire archéologique. Tel un maître d'école, écrivant et dessinant comme un enfant, il entend partager, éduquer, voire déranger et déstabiliser le public plutôt qu'à lui obéir, préférant l'invention fraîche aux dernières techniques vite démodées. Si mon œuvre est valable, dit-il, je voudrais qu'on écrive sur ma tombe « Je débute ». Avec son film d'adieu, le poète salue une dernière fois de sa main et plus que jamais associe, dissocie, retourne les syllabes du monde et fait du générique une source pétrifiante de la pensée, ressuscite les actes morts et les fantômes.
Plutôt qu'un cinéma dit d'évasion, Jean Cocteau offre ici au public l'occasion d'être au contraire envahi, habité par une œuvre. Son ultime générique lui permet ainsi de murmurer fort une dernière fois, comme un chant de cygne. Le privilège du cinématographe, c'est qu'il permet à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve et de montrer en outre, avec la rigueur du réalisme, les fantasmes de l'irréalité. Bref, c'est un admirable véhicule de poésie. Le cinéma de Jean Cocteau, c'est aussi de très belles fins, en particulier celle de son Testament d'Orphée. Et voilà, une vague joyeuse vient de balayer mon film d'adieu. S'il vous a déplu, j'en serais triste, car j'y ai mis toutes mes forces comme le moindre ouvrier de mon équipe. Ma vedette est une fleur d'hibiscus. Si vous avez reconnu en route quelques artistes célèbres, ils n'apparaissent pas parce qu'ils sont célèbres, mais parce qu'ils répondent à l'emploi des rôles qu'ils interprètent et parce qu'ils sont mes amis. N'oublions pas la fin de son tout premier film, achevé avec sa voix et des papiers froissés pour simuler le bruit d'un écroulement. Hein? Mais s'il ne fallait aimer qu'un générique signé Jean Cocteau. « 1946, La Belle et la Bête, conte de fées sans fées, rêve dormi debout. D'une main qui embrasse, qui aime, le poète cinéaste invite, suscite l'enthousiasme, s'engage physiquement dans son générique, écrit en images, joue des contrastes entre vie et ombre, clair de lune, soleil de la salle obscure. Avec son équipe, il trace, transcende son générique avec sève, verve. Il nous fait traverser un premier miroir. Avec la craie, strate sédimentaire, roche intemporelle, Cocteau ne dessine pas ses génériques. Il les déjoue, les dénoue, les renoue, les rejoue. Lorsque je tourne un film, scande-t-il, les scènes que je règle deviennent pour moi des dessins qui bougent, des mises en place de peintres. Ce générique de La Belle et la Bête est à la fois autoportrait et hypnose collective, une sorte de brèche qui s'ouvre à l'improviste. Je m'adresse aux spectateurs qui sont restés dignes de surprendre le merveilleux où qu'il se trouve. Cocteau a beau effacer et s'effacer à l'image, tout recommence, l'œuvre résiste, renaît sans cesse de ses cendres, échappe à sa propre volonté, surprend comme un oiseau sortant d'un buisson. Bref, l'art des génériques selon Jean Cocteau, comme encre et acte d'amour. Moteur, la tour, La Belle et la Bête, première fois. Coupé. Une minute.